Ma famille a toujours eu le goût de vivre, quoique ce fût dans une province étroite. Elle a toujours eu le goût. Nous vivions entre nous. Et c'est peut-être ça qui m'a qui m'a tellement vivement dépaysé. C'est pour ça que j'en ai ressenti, sans doute, à quitter une famille que je n'avais jamais laissée. C'est un peu ça, sans doute, qui a créé une atmosphère que je n'appellerai plus maintenant détresse, comme tout à l'heure, mais une impression extrêmement pénible. C'est Colette qui nous parlait de sa détresse en arrivant à Paris et en ayant quitté sa famille. Pour nous parler de Colette aujourd'hui, je reçois notre amie Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Maximilien. Et on va parler de Claudine à Paris et de Claudine à l'école. Ouais, et justement Claudine à Paris, ça commence par cette détresse-là. C'est assez marrant parce que dans Claudine, Colette, elle a effacé toute sa famille à part son père, à part le personnage du père. Mais je crois qu'en vrai, elle a aussi une période de dépression en arrivant à Paris, quand elle arrive avec son mari Willy. Et que d'ailleurs, c'est sa mère Sido qui est beaucoup venue s'occuper d'elle avec un médecin. Et elle raconte, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, que elle est encore très jeune, elle doit avoir 19 ans à ce moment-là, et qu'elle a vraiment cette idée proche de la mort aussi, et qui est pour elle peut-être un passage de beaucoup d'adolescents ou de futurs adultes. Mais c'est quelque chose, pas qui est vrai, c'est quelque chose qu'elle a repris dans Claudine, quoi. Pour commencer vraiment Claudine. Oui, et d'ailleurs, ça commence un peu par une maladie... Claudine à Paris. Est-ce que du coup tu peux nous résumer rapidement donc Claudine à l'école et Claudine à Paris? Claudine, c'est un journal, donc c'est écrit sous forme de journal, donc à la première personne, et moi Claudine, je vous raconte ma petite vie à Montigny. Montigny, c'est donc le village de Bourgogne, même si je suis pas sûre, c'est pas son village natal exact, mais c'est là où elle place son histoire. Et donc Claudine à l'école, c'est la dernière année scolaire de cette fille qui s'appelle Claudine et qui passe son brevet à la fin de l'année, sachant que cette école est une école neuve, dans le sens où on a refait tous les bâtiments. Donc le roman commence. D'abord, il y a toute une description de Montigny et tout ça, où déjà on sent aussi l'espièglerie de Colette, parce que ça commence avec le fait qu'elle cite un atlas de géographie, avec des mots un peu pompeux et un peu... et très géographiques forcément, scientifiques. Et elle dit, pour moi, c'est pas du tout ça... Donc ça commence comme ça. Et ensuite, elle raconte qu'elle va à l'école et qu'on est en train de changer le bâtiment, qu'on a changé d'institutrice et qu'il y a 2 nouvelles institutrices qui sont Mademoiselle Sergent d'un côté, et une vieille institutrice qu'elle admire quand même beaucoup, qui est très franche, qui est très intelligente, malgré sa laideur, elle le dit comme ça entre guillemets. Et à côté, il y a une toute jeune institutrice qui arrive, qui doit avoir 4 ou 5 ans de plus que le personnage de Claudine, qui s'appelle Aimée Lantenay, et qui, elle, est plus douce, plus jolie, mais qui est moins comme ça coupante, quoi. Et donc Claudine à l'école raconte cette dernière année d'école, et aussi la relation qu'il y a d'abord entre Claudine et Mademoiselle Aimée. Elle lui donne des cours d'anglais particuliers, Claudine s'attache beaucoup à elle, et Mademoiselle Sergent, donc l'autre professeure qui est aussi directrice de l'école, qui voit ça d'un mauvais œil et surtout d'un œil jaloux. C'est là où c'est amusant, ou alors où elle a essayé de choquer un peu la petite parisienne, quoi. Et où on a déjà donc cette incursion soit d'une bisexualité, soit du lesbianisme, on va dire, mais qui est quand même, je trouve, un peu moquée. C'est pas pris au sérieux. Et par exemple, dans Claudine à Paris, qui est donc le second tome, où après son brevet, elle est partie habiter avec son père à Paris, parce qu'il avait envie de travailler, lui, plus proche des scientifiques. Son père, il est chercheur en sciences et en malacologie, qui est l'étude des limaces, ce qui est une science très répandue, je pense. Et du coup, il débarque à Paris comme ça. Elle se dit pourquoi pas, on y va. Et à Paris, c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais. Il y a tout d'un coup aussi un personnage homosexuel, mais homme, qui est son neveu Marcel. Et là, chez Marcel, l'homosexualité, on va dire que l'homosexualité masculine, tout d'un coup, est à la fois importante et donc grave, pas bonne, alors que l'homosexualité féminine, c'est quelque chose de l'ordre de la jeunesse, de l'enfantillage, qui de toute façon aurait peu de répercussions dans la vie adulte, apparemment, quoi. Mais ça va pas forcément se passer comme ça, ni pour Claudine, ni pour Colette dans la vraie vie. Il y a une vraie distinction entre les deux, quoi. Il y a vraiment cette idée de la chronique, je dirais, d'une fille de 15-16 ans, sur qu'est-ce que son village, qu'est-ce que son école, les filles de sa classe, et aussi, comme c'est des classes, bien sûr, on mélange les niveaux,
les filles avec lesquelles elle a plus d'échanges qui sont celles de son âge, on va dire. Donc on a plusieurs personnages qui reviennent beaucoup, qui sont Anaïs et Marie Bellhomme notamment, et 2 jumelles, qui sont les personnages secondaires principaux de son âge. On a les 2 institutrices, son père qui est complètement à la masse et qui, par exemple, n'a jamais pensé à la mettre dans un collège privé ou un collège dans une plus grande bourgade, pour qu'elle soit mieux élevée, quoi. Elle raconte ça au début du roman, je crois. Elle dit qu'avec la mort, que sa mère est décédée et qu'elle est dans une école où il n'y a que des filles d'agriculteurs ou d'ouvriers et pas du tout. Et elle vient pas non plus du même milieu que ces jeunes filles-là, quoi. Et d'ailleurs, elle se place un peu au-dessus souvent, ce qui est assez drôle parce elle a une critique très féroce pour tout le monde, mais aussi pour la plèbe, on peut dire. D'ailleurs, elle le dit elle-même, je crois, à un moment. Et donc, voilà, donc elle se retrouve dans un collège qui est pas celui de son milieu social. Et voilà, et à la fin du roman, donc il y a tout ce passage où ils vont à Paris pour passer le brevet. Ils sont toute une petite délégation, là, les 6 grandes. Et ensuite, il y a la fête du village avec la remise de diplôme et la venue d'un député. Et voilà, et ce qui est assez amusant quand même, c'est que donc il y a une chronique de l'école, une chronique du village. Et dans la chronique du village, il y a aussi les questions politiques, qui sont des questions propres au village, où tout le monde se connaît, où le député il protège tel instituteur et pas Mademoiselle Sergent, donc Mademoiselle Sergent a peur de ce député-là, l'inspecteur connaît machin, et tous ces liens faibles très rapprochés et qui compliquent un peu... Enfin, pas compliquent, mais je veux dire qui rend la vie complexe dans le sens où chaque sphère est mêlée, quoi. Donc il y a un peu ça aussi, avec beaucoup de descriptions de la nature et de ses errances dans les bois qu'elle aime particulièrement, où elle retrouve une de ses comparses qui s'appelle Claire, qui a quitté l'école depuis quelque temps et qui est à la fois bergère et qui raconte... qui est une bergère telle qu'on peut même s'en moquer, qui a plein d'histoires romantiques et qui même aime le romantisme au-delà d'une romance particulière avec soit un palefrenier, soit je sais pas qui, quoi. Les histoires pastorales. Ouais, c'est ça. Et elle est toujours à raconter ça. Et du coup, Claudine à Paris, c'est plutôt la découverte de la capitale et... Ouais, c'est ça. Et tout ça. Et de la vie mondaine, en fait, surtout. Claudine à Paris, c'est vraiment... Donc, elle va à Paris avec son père et leur bonne qui s'appelle Mélie, qui est vraiment une nana de Montigny, avec son accent. Même d'ailleurs, le personnage de Claudine a aussi beaucoup de mots bien à elle qui sont pas du tout des mots parisiens. Et Mélie encore plus. Et donc, ils déboulent tous les 3. Son père rencontre des chercheurs, travaille à la bibliothèque. Il a un assistant qui s'appelle Monsieur Maria, qui est son secrétaire. Et à la fois, par une tante qui est la sœur de son père, qui n'allait jamais voir et à qui il ne donnait jamais de nouvelles, Claudine rencontre donc Marcel, son petit-neveu, et surtout Renaud, qui est donc son cousin un peu plus âgé qu'elle, qui est le père de Marcel, et qui va l'emmener au théâtre, qui lui fait rencontrer un certain Mogis, qui est critique musical. Et au théâtre, on ne fait pas que regarder ce qui se passe. Et pareil, à l'opéra, il y a surtout toutes les interactions sociales en fait, qui s'y passent au moment de l'entracte, avant le lever du rideau. Donc il y a aussi toute cette découverte-là de la mondanité, en fait, qui est d'ailleurs assez corrélée à la découverte de la mondanité de Colette avec Willy, son mari, qui est d'ailleurs l'un des journalistes les plus en vogue à ce moment-là de Paris, quoi. Tu l'as découvert comment et à quel âge Claudine, parce que t'as lu tous les Claudines à peu près. Ouais, j'ai lu tous les Claudines, mais j'ai lu les 2 derniers assez récemment. Alors Claudine, je dirais que c'est un peu les premiers romans que j'ai lus, même pour de bon. Dans le sens où, enfant, je les ai pas du tout, ça ne m'amusait pas assez pour que je ne trouve pas ça ennuyeux au bout de 5 minutes, on va dire. Et je comptais les pages, mais ça m'arrive encore de compter des pages parfois, dans des romans difficiles, mais là, je comptais les pages au bout de la première, quoi. Et j'essayais d'arriver au bout d'un chapitre et je détestais lire. Et en fait, je suis partie habiter en Allemagne 3 mois quand j'avais 15 ans. Et je m'ennuyais pas mal, en fait. Déjà, j'en avais marre de ces Allemands et de l'allemand, la langue, d'entendre ça toute la journée. Et du coup, ma grand-mère m'a envoyé des livres. Donc d'abord, je me souviens que mes parents, ma mère, qui est assez pragmatique, avait commencé par me faire envoyer les 3 Hunger Games, pour que déjà je me mette à lire, premièrement, ça avait marché. Et une fois que j'avais lu ça, du coup, ma grand-mère m'avait envoyé beaucoup de livres qu'elle avait lus enfant, qui étaient donc beaucoup de Colette, et pas mal de littérature anglaise aussi, donc Daphne du Maurier, Émilie Brontë, tout ça. Et c'est vrai que surtout au début, où j'avais beaucoup de mal toute seule en Allemagne, dans un petit village, en plus ils parlaient pas allemand, ils parlaient schwäbisch, qui est un dialecte. Donc même les grands-parents, je pouvais pas les comprendre. J'ai eu un mal du pays énorme, et du coup
de m'enfoncer comme ça, à la fois solitairement, loin de ces petits Allemands, dans Claudine, ça m'a... Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça formidable, quoi. Et il y a donc à la fois ce truc de se plonger dans la langue française tout d'un coup, alors que j'en étais privée, et en plus une langue et des histoires qui sont hyper amusantes, quoi. Enfin, vraiment, mais ça me... Et c'était assez amusant aussi de la part de ma grand-mère, j'étais assez surprise, de la part de ma grand-mère, parce que, vu qu'il y avait quand même cette envie un peu de choquer, et qu'elle était très très espiègle, que ce soit ces questions-là de bisexualité ou de mondanité, j'étais surprise, on va dire, de ça, quoi. Je m'y attendais pas forcément, et c'est vrai qu'ensuite, plus tard, enfin, à chaque fois que j'ai reçu des livres de la part de ma grand-mère, ou même de mes parents, alors quelque chose de très pudique entre nous, là, je pouvais recevoir des récits avec beaucoup d'érotisme, ou des choses, on va dire, un peu plus loin de ma famille catholique traditionnelle, quoi. Même si eux-mêmes, bien sûr, ils ont leurs aspérités, mais c'est vrai que tout d'un coup, j'avais l'impression qu'en littérature, tout ça s'était permis, et il était aussi permis de se l'offrir entre nous. Voilà. Et ce champ-là, il s'est ouvert avec Colette, du coup. Ah oui, totalement. C'est vraiment les premiers livres que je me souviens avoir aimé lire. Parce que, par exemple, bien sûr, j'avais essayé de lire les Harry Potter quand j'avais 8 ans. J'étais toujours la dernière qui lisait parce que je mettais beaucoup de temps. Donc, ça passait d'abord par ma mère, mon grand frère, mon petit frère, puis moi. Et de toute façon, j'ai même pas lu tout l'Harry Potter quand il sortait, quoi. Je me suis arrêtée au 4e, au milieu, et j'en avais marre, j'en avais rien à faire, quoi. Et après, je pense, de mes 8 ans à mes 15 ans, vraiment, je n'ai pas lu. Je n'ai rien lu. J'étais très heureuse, hein, d'ailleurs. Juste, je ne lisais pas. Donc, j'ai vraiment commencé à lire après les 3 Hunger Games avec Colette. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est une entrée assez facile, quoi. Ça commence, je m'appelle Claudine, j'ai 15 ans, et voilà ce qu'on dit de mon village. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Ils nous emmerdent avec leur géographie. Moi, je vais vous dire ce que c'est intimement. Puis, comme c'est du jeu aussi, je pense, qu'il y avait vraiment cette petite Claudine qui me parlait à moi. On avait sensiblement le même âge, parce que j'avais 15 ans aussi. Et malgré tout, du coup, j'avais l'impression qu'elle se plaçait entre moi et ma grand-mère, dans le sens où c'était pas ma vie, mais elle parle, c'est du présent et c'est que des sensations. Et c'était ce que je pouvais imaginer un peu de la vie de ma grand-mère, même si, au fond, je pense que c'était pas du tout ça. Mais dans une enfance... Ma grand-mère, c'était aussi la petite dernière, d'une famille un peu bourgeoise, tout ça. Parfois à la campagne, même si pas tout le temps. Mais il y avait cette attention à la campagne et les bonnes et tout ça. Je sais pas. Enfin, j'avais l'impression d'être dans un espace-temps qui pouvait se superposer, quoi. Qui superposait différents espaces-temps. C'était assez agréable, je crois. Et tu as des souvenirs un peu précis de lecture, des lieux Ouais, bah, j'étais du coup beaucoup dans ma chambre. En fait, j'étais en Allemagne dans un petit village qui s'appelle Eichelau, qui est dans le bas de Württemberg. Et c'était un mini bled, on était 140 habitants, je crois. Et je lisais énormément dans ma chambre. D'ailleurs, en refeuilletant le livre m'a ramené dans cette chambre-là, c'était amusant. J'avais perdu d'ailleurs Claudine à l'école, mais j'ai toujours le Claudine à Paris que je lisais en Allemagne. Et je me souviens très bien de ma chambre avec les plafonds en bois. Et sinon, je lisais dans un fauteuil électrique dans le salon, qui était le fauteuil du père. Son fauteuil de télé, je crois, où on peut remonter les pieds. Et je lisais ça là, parfois en écoutant un CD, enfin un album que j'avais offert à ma famille d'accueil en arrivant, qui est Deodat Sevrak, qui est un compositeur de musique qui a beaucoup écrit sur le Languedoc et sur le pays, comme on dit, qui s'appelle le Lauragais, qui est là où habite ma grand-mère, quoi. Et donc j'ai goûté cette musique que j'adore, du piano, et en même temps je lisais Colette et j'avais quitté l'Allemagne et tout ça. Quand t'en parles, on a l'impression que c'est autant un rapport d'identification que l'apport de certains thèmes qui paraisseraient pas cardinaux dans l'œuvre, la campagne, la nature, etc. C'est des choses qui te sont semblées importantes dès le début, ou t'as l'impression que c'est ça qui t'a fait mettre le doigt sur quelque chose que t'aimais bien? Déjà, moi, j'étais contente de partir à Eichelau, même si c'était minuscule, parce que j'allais habiter à la campagne. Chose que je ne vivais pas en France, parce que j'habitais à Toulouse. Quand j'habitais à Toulouse, j'allais à la campagne tous les week-ends chez ma grand-mère. Mais c'est vrai que dans Claudine, on peut avoir l'impression que c'est pas si important. Enfin, non, c'est pas vrai. Dans Claudine, on a l'impression que la campagne est importante pour le personnage, et peut-être pas tellement pour l'écrivain. Et en fait, c'est là où Claudine pose énormément de choses de l'écriture de Colette, je trouve. C'est cet amour de la campagne, cet amour du lieu natal, quoi. Du lieu de l'enfance. Et c'est vrai
Je suis pas sûre d'avoir pressenti ça à ce moment-là. C'est plus ensuite en lisant d'autres livres de Colette que j'ai vu que c'était vraiment installé, mais que moi, ça me touchait aussi là-dedans. Et ce truc d'une liberté de la jeunesse à la campagne à laquelle tout d'un coup, moi, j'avais accès. Parce que du coup, on était tout le temps à vélo, on était tout le temps dehors. On laissait nos vélos à l'arrêt de bus avant de prendre le bus le matin pour aller au lycée qui était à 45 minutes. Il y avait ce truc on faisait ce qu'on voulait de toute façon. Et c'était ce que j'avais chez ma grand-mère le week-end, mais même un peu quand même à Toulouse avec mes parents. Dans le sens où à partir du moment où on disait où on était et qu'on disait si on rentrait dîner ou pas, je pense depuis mes 12 ans, toute ma famille, mes frères et sœurs, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Avec Claudine, il y avait en plus le fait de se prendre des échardes, des ronces, des machins, et de revenir les jambes un peu balafrées, mais qui étaient pour moi tous mes étés aussi, parce que l'été, on partait pas avec mes parents très loin, on allait un mois chez mes grands-parents vers Marseille, un mois chez ma grand-mère à Aurillac, quoi. Tout ça, ça fonctionne très bien pour Claudine à l'école. Et pourtant, il y a Claudine à Paris ensuite, que tu as lu à peu près au même âge. Ouais, bah dans la continuité. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement ça, cette espèce de découverte, alors certes d'une ville qui avait 100 ans de distance à ce moment-là, mais voilà, le grand bain de l'anonymat, justement, le fait d'être loin de sa famille, c'est quelque chose qui t'a fait peur, t'a donné envie? Je sais plus très bien comment je l'ai reçu à ce moment-là, mais je crois que ce qui m'avait surtout marqué dans les Claudine à Paris, c'est plus de l'ordre de la sensation, et notamment, par exemple, notamment l'ivresse. Il y a l'ivresse, il y a le fait de se balader toute seule dans la ville en étant une femme, enfin une jeune femme de 15 ans, bien sûr pas à la même époque. Je pense que c'est plutôt ça qui m'a marqué, mais en fait ça y est aussi beaucoup dans Claudine à l'école, donc... La différence quand même, c'est qu'on a l'impression que la liberté dont jouit Colette dans Colette à l'école, elle relève plus de son éducation, où son père il la laisse un peu vagabonder. Dans Colette à Paris, on a l'impression qu'elle peut bénéficier de ça parce que justement la ville est un grand bain anonyme, quoi. Oui, c'est vrai, mais du coup c'est exactement ça, c'est le rapport au père. En fait, elle a exactement la même liberté, mais sauf qu'au début de Claudine à Paris, elle n'en jouait pas vu qu'elle déteste Paris, quoi. Elle dit que c'est une ville où il fait chaud, elle n'a pas l'humidité de la forêt, elle n'a pas les couleurs. Elle passe le roman, même dans chaque extrait qu'on peut lire, il n'y a pas une page sans qu'on parle de Montigny et de son école, de ses anciennes camarades. Elle est déjà dans la nostalgie de Montigny, donc nous-mêmes, on est toujours ramenés aussi à Claudine à l'école, quoi. Même en lisant Claudine à Paris. Vraiment, toutes les 30 lignes, on parle de Montigny, on parle de l'école, on parle de Mademoiselle Aimée, de Luce, des arbres, je sais pas... Et pourtant, il y a parfois un peu cette crainte en étant adulte à la campagne, ce spectre du qu'en dira-t-on, et donc en fait, la liberté de l'enfance, elle peut pas être continuée à l'âge adulte, et que finalement, c'est peut-être seulement en allant à Paris qu'elle peut continuer sa liberté. Je sais pas à quel point c'est vrai, dans le sens où elle est quand même dans une toute micro-société à Paris. Et je pense, c'est plus dans Claudine en ménage, qui est le 3e tome, à partir du moment où elle se marie vraiment avec Renaud. Enfin, il la demande en mariage à la fin de Claudine à Paris, et Claudine en ménage, elle est vraiment donc avec lui. Mais dans Claudine à Paris, on a vraiment très peu de personnages. Et à part il y a une mondanité qui est un peu esquissée avec Maugis, et les 2 fois où elle va au théâtre, mais c'est encore très fermé, quoi. Il y a Mélie, son père, Monsieur Marial, le secrétaire, Marcel et Renaud, quoi. Donc il n'y a pas de qu'en dira-t-on, et de toute façon, le personnage de Claudine, tel qu'il est installé même dans Claudine à l'école, se fiche du qu'en dira-t-on complètement, quoi. Et ce qui est peut-être assez vrai de Colette aussi, mais c'est quelque chose de très individualiste. C'est plutôt de l'égoïsme que... Je sais pas si c'est de l'égoïsme, mais en tout cas, ce n'est pas pensé politiquement. Elle souhaitait pas sa condition à l'ensemble des femmes. Non, et en plus, souvent, elle est très dure, d'ailleurs, envers la gente féminine, quoi, qui sont toutes des sottes, des poires, ou des prostituées, finalement. T'as suivi finalement un peu le même parcours que Claudine et que Colette. Ça a été une figure qui t'a accompagnée dans le fait d'arriver à Paris, ou t'avais l'impression qu'elle t'avait un peu préparé le chemin, ou t'as eu un peu... Non, en arrivant à Paris, j'avais pas lu Colette pendant des années, en fait, parce que j'ai beaucoup lu au lycée, et je suis arrivée à Paris après ma prépa, et je l'avais plus du tout en tête. Sauf par le fait justement de prêter mes livres à des amis. Où tout d'un coup, là, ça m'a ramené à ça, et je leur dis « Ah, mais t'as jamais lu ça, mais c'est hyper bien !» Mais c'est marrant parce que j'ai beaucoup d'amis qui dédaignaient Colette, et notamment les Claudine,
en disant que c'était des trucs pour fillettes et que c'était pas intéressant. Et moi, j'étais là, mais oh my god, j'ai envie de vous terrasser, quoi. Vraiment, pour moi, c'était une... Enfin, vraiment, pour moi, Colette, c'est délicieux, quoi. Vraiment, c'est des bonbons et c'est très... Et c'est des bonbons acidulés, on va dire. Je continue ma métaphore. Dans le sens où vraiment, c'est à la fois féroce et c'est que de la sensation. Elle-même est extrêmement gourmande. On parle énormément soit de chocolat, soit de bons plats, soit de vin, de parfums de fleurs. Enfin, pour moi, c'est pas du tout de l'enfantillage, quoi. Vraiment pas. Mais c'est vrai qu'en arrivant à Paris, je l'avais pas en tête. Et ça me revient de temps en temps quand je prête les livres. Ça me revenait beaucoup quand j'allais voir ma grand-mère, parce que c'est plutôt que j'associais ma grand-mère à Colette que moi à Claudine ou que moi à Colette. Dans le sens où ma grand-mère, comme ça, avait cette espièglerie et cette espèce d'affranchissement complètement individualiste, on va dire. Pareil, ma grand-mère n'était pas féministe pour un sou. Mais elle avait comme ça des actes très libres. Tout d'un coup, enlever son t-shirt, je sais pas, dans le salon, sous le grand luxe, juste pour me le faire essayer, quoi. Et moi, j'étais toute pudique et j'étais là, mais je vais pas vous montrer mes seins, qu'est-ce que vous faites et tout. Et juste, c'est des toutes petites choses, mais qui, pour moi, avaient cette air-là de... Et c'est toujours d'affranchissement presque inopportun, dans le sens, et non calculé, quoi. C'est pas... Ouais, c'est une ça. spontanéité naïve. Ouais, c'est ça, c'est une spontanéité. Spontanéité qui fait sortir l'individu de sa classe, je trouve. Et c'est pareil pour Colette, parce qu'en fait, Colette, malgré tout, elle vient d'une société donc assez bourgeoise, même si à la campagne. Enfin, son père était quand même assez mauvais gérant en termes d'argent, donc ils ont été plusieurs fois en difficulté. Pareil, Willy a eu plein de difficultés financières, et c'est pour ça que, d'ailleurs, qu'elle a commencé à écrire Claudine, c'est parce qu'il était là, bon, on est à sec là, écrit quelque chose pour voir si ça donnerait pas un peu d'argent, quoi. Oui, pauvre, mais toujours avec une bonne. Voilà, ça, pauvre et toujours avec une bonne, et avec comme une éducation notamment artistique, on va dire, assez importante. Il y avait des livres partout, on la laissait lire ce qu'elle voulait, et en même temps d'être très libre de ses mouvements, quoi. En fait, c'est aussi pour ça, je pense que sa liberté et son affranchissement est très individuel, c'est parce que c'est quelque chose qu'on lui a apporté enfant dans son éducation. Et c'est pas quelque chose dont elle a dû s'emparer elle-même, comme beaucoup de femmes ou d'hommes ont dû vraiment s'emparer de leur liberté contre quelqu'un, quoi. Colette, elle a dû s'emparer de sa liberté contre son mari Willy, peut-être, mais c'est quelque chose qui était déjà là par son éducation et qui fait que ça n'a pas créé peut-être un chamboulement de prisme idéologique, quoi. Et pourtant, il faut savoir le garder, parce que parfois on peut naître avec beaucoup de liberté et arriver dans le monde social, la force de l'inertie fait qu'on se retrouve à se plier à toutes ces exigences. Oui, d'ailleurs, Colette, elle s'est pliée à des exigences pendant quelques années, jusqu'au moment où elle a dit stop, j'en ai marre, on arrête, quoi. Mais c'est vrai que pendant des années, elle a travaillé pour Willy. D'ailleurs, ses livres étaient signés Willy et même pas Willy et Colette. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est les ayants droit et la descendance de Willy qui a demandé à Colette, parce qu'il est mort avant elle, non, pas à Colette, à la fille de Colette, à Colette de Jouvenel, donc, à ce que le nom de Willy soit remis sur les Claudines. Et pas sur les autres, parce que là, c'était vraiment trop frauduleux, mais... Et au fond, peut-être que c'est pas si mal, dans le sens où même Colette, elle aime pas beaucoup ses Claudines, en fait. Donc que ce soit pas que elle, et qu'on ait bien en tête que, ok, c'était pas que moi, c'est une commande. Et il y a des gens qui ont mis leur grosse patte là-dessus. Peut-être que finalement, c'est assez intéressant pour son ego, quoi. Bah d'ailleurs, on va être amené à entendre l'extrait que tu as choisi. Okay. Est-ce que tu peux nous le présenter un peu avant Oui, bien sûr. Alors, ça se passe... Donc, c'est un extrait de Claudine à Paris. Et ça se passe plutôt vers la fin du roman. On a un soir où Renaud, donc le cousin, un peu âgé de Claudine, et dont on pressent déjà qu'il y a une histoire d'amour qui va naître entre ces deux personnages-là, l'emmène au théâtre, puis dans un bar, enfin non, pas dans un bar, pardon, donc il l'emmène au théâtre, puis dans une brasserie, et sachant qu'au début, il devait y avoir Marcel, donc le fils de Renaud, qui devait les accompagner, mais qui s'est disputé avec son père, et du coup, ils sont allés que tous les deux au théâtre, Claudine et Renaud, et Claudine qui est assez à la fois échauffée, je dirais, par la pièce, plus par cette présence-là amoureuse, veut marcher dans la rue et pas rentrer directement en fiacre, ou je sais pas comment on appelle ça, en voiture. Et en voyant cette brasserie-là, elle qui n'a jamais bu d'ailleurs, et qui n'a jamais mis les pieds dans une brasserie, elle pousse un peu Renaud à l'y emmener, quoi. Lui, au début, il veut pas trop, parce que c'est pas pour elle, c'est ni de son âge, ni d'un milieu convenable, on va dire. Et
Et elle a souvent gain de cause, et donc ils y vont. Et l'extrait commence au moment où elle attend sa commande, qui est donc de l'asti, qui est un vin très sucré, et des écrevisses bien poivrées. J'attends, impatiente, et je regarde entrer plusieurs belles femmes en manteau de soie léger et pailleté. C'est très joli. Des chapeaux fous, des cheveux trop dorés, des bagues. Mon grand ami à qui je montre chaque arrivante témoigne une indifférence qui me choque. Les siennes sont peut-être plus belles. Je deviens soudain sauvage et noir, il s'étonne et cite de bons auteurs. Quoi? Le vent a tourné? Hilda, d'où vient ta peine? Mais je ne réponds rien. On apporte l'asti. Pour chasser mon souci et éteindre ma soif, j'avale d'entrée un grand verre. L'homme à femme, en face de moi, s'excuse de mourir de faim et de dévorer du roast beef rouge. L'ardeur musquée et traîtresse du vin d'Asti se propage en chaleur joyeuse à l'ourlet de mes oreilles, en soif renaissante dans ma gorge. Je tends mon verre et je bois plus lentement, les yeux mi-fermés de délices. Mon ami rit. Vous buvez comme en tête. Toute la grâce des animaux est en vous, Claudine. Fanchette a un enfant, vous savez? Non, je ne sais pas. Il fallait me le montrer. Je parie qu'il est beau comme un astre. Plus beau que ça encore. Oh, ces écrevisses, si vous saviez Renaud. Chaque fois que je l'appelle Renaud, il lève les yeux sur moi. Là-bas, à Montigny, elles sont toutes petites. J'allais les prendre au guéricard avec mes mains, pieds nus dans l'eau. Celles-ci sont poivrées à miracle. Vous ne serez pas malade. Vous me le jurez. Pardi, je vais vous dire encore quelque chose, mais quelque chose de grave. Vous ne me trouvez pas extraordinaire ce soir? Je tends vers lui ma figure que Rosie l'asti. Il se penche aussi, me regarde si près que je distingue les plis fins de ses paupières brunies, et se détourne en répondant. Non. Pas plus ce soir que les autres jours. En Gaudre, mon ami, avant-hier, pas plus tard, à 11h du matin, on m'a demandé en mariage. Sacre. Quel idiot. Ravi de l'effet, je ris en gammes ascendantes tout haut, et je m'arrête soudain, parce que des soupeurs ont entendu et tourné la tête vers nous. Renaud n'est pas enchanté. C'est malin de me faire monter à l'arbre. Au fond, je n'en ai pas cru un mot, vous savez. Je peux pourtant pas cracher, mais je vous en donne ma parole d'honneur. On m'a demandé. Qui? Voilà un qui dénué de bienveillance. Un jeune homme fort bien, Monsieur Maria, secrétaire de papa. Vous l'avez refusé, naturellement. Je l'ai refusé, naturellement. Il se verse un grand verre de cet asti qu'il n'aime pas du tout et se passe la main dans les cheveux. Pour moi qui ne bois jamais que de l'eau à la maison, je constate des phénomènes inouïs. Un treillis léger et vaporeux monte de la table, nimbe les lustres, recule les objets et les rapproche tour à tour. Au moment où je songe à m'analyser, une voix connue crie du seuil de la salle. Calner! Que s'avance par vos soins la choucroute garnie, mère du pyrosis, et ce coco fadas mais salicylé de votre imprudence, dénommé ici bière de Munich. Velours liquide, chevelure débordante et parfumée des Rheintochter. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils boivent. Veilla, vaga la veilla. C'est Mogis, lyrique et suant, qui wagnérise, le gilet ouvert, le tube à bord plat sur l'occiput. Il remorque 3 amis. Renaud ne retient pas un geste d'extrême contrariété et se tire la moustache en grognant quelque chose. Mogis, près de nous, cesse brusquement de se gargariser avec le Rheingold, arrondit ses yeux saillants, hésite, lève la main et passe sans saluer. Là, Quoi donc? c'est votre faute, mon petit. C'est la mienne, surtout. Vous n'êtes pas à votre place ici, seul avec moi. C'est un imbécile de Mogis. Tout le monde aurait fait comme lui. Croyez-vous utile de donner à mal penser de vous et de moi? D'abord refroidi par ses yeux soucieux et mécontents, je me ragaillardis dans le même instant. C'est pour ça? Non, c'est pour ça que vous faites tout ce raffut. Et cet arrêt de sourcil français et de morale. Mais je vous demande ce que ça peut bien fiche. Donnez-moi à boire, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas pour habitude de sortir les petites filles honnêtes, moi. Jolie comme vous êtes, seule avec moi. Que voulez-vous qu'on suppose? Et puis après? Mon sourire ivre, mes yeux qui chavirent l'éclair brusquement. Claudine, seriez-vous pas un peu gay, par hasard? Vous buvez sec ce soir. Est-ce que chez vous... Chez moi, je sable l'eau des biens. Réponds-je, aimable et rassurant. Patatras, nous voilà propres. Qu'est-ce que je vais dire à votre père? Il fait dodo. Claudine, ne buvez plus. Donnez-moi ce verre plein tout de suite. Voulez-vous une tape? Ayant garé mon verre de ses mains prudentes, je bois et je m'écoute être heureuse. Cela ne va pas sans quelques troubles. Les lustres se nimbent de plus en plus, comme la lune quand il pleuvra. La lune boit, qu'on disait là-bas. Peut-être que c'est signe de pluie à Paris quand les lustres boivent. C'est toi, Claudine, qui as bu. 3 grands verres d'asti, petite Arnie. Comme c'est bon. Les oreilles font psh, psh. Les 2 gros monsieur qui mangent à 2 tables de nous existent-ils réellement? Ils se rapprochent sans bouger. En étendant la main, je parie que je les touche. Ah, non,
les voilà très loin. D'ailleurs, ça manque d'air entre les objets. Les lustres collés au plafond, les tables collées au mur, les gros monsieur collés sur le fond clair des manteaux pailletés assis plus loin. Je m'écrie. Je comprends, tout est en perspective japonaise. Renaud lève un bras désolé puis s'essuie le front. Dans la glace de droite, quel drôle de Claudine, avec ses cheveux en plumes soufflés, ses yeux longs envahis de délices troubles et sa bouche mouillée. C'est l'autre Claudine, celle qui est hors d'état, comme on dit chez nous. Et en face d'elle, ce monsieur à reflet d'argent qui la regarde, qui ne regarde qu'elle et ne mange plus. Oh, je sais bien, ce n'est pas l'astis, ce n'est pas le poivre des écrevisses, cette présence-là, ce regard presque noir aux lumières qui ont enivré la petite fille. Tout à fait dédoublée, je me vois agir. Je m'entends parler avec une voix qui m'arrive d'un peu loin, et la sage Claudine, enchaînée, reculée dans une chambre de verre, écoute jaser la folle Claudine et ne peut rien pour elle. Elle ne peut rien, elle ne veut rien non plus. La cheminée dont je redoutais l'écroulement, elle est tombée à grand fracas, et la poussière de sa chute fait un halo d'or autour des poires électriques. Assiste Claudine sage et ne remue pas. La Claudine folle suit sa voix, avec l'infaillibilité des fous et des aveugles. Bien, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait en particulier ? J'ai beaucoup rigolé en lisant cet extrait, vraiment. Tout l'extrait de cette brasserie, même ce qu'il y a un peu avant, c'est énormément de sensations, c'est la découverte de l'ivresse pour le personnage de Claudine, et c'est fait avec tellement d'acuité, je trouve. On se dit qu'on a ressenti cette chose-là sans l'avoir mise en mots de telle manière, ou même en pensée, quoi. Et il y a cette chose très forte de la sensation de ce qu'elle dit des oreilles, l'alcool qui monte dans l'ourlet des oreilles, qui font pchit pchit, et d'être un peu lointain et proche en même temps. Vraiment, ça m'a... Je trouvais que c'était si juste et à la fois si amusant que genre, j'aime beaucoup cet extrait. Et en plus, ça m'amuse assez. Enfin, je trouve que les personnages sont assez en couleur aussi, que ce soit Mogis qui déboule et qui gargarise, son Wagner, là. Je sais pas, c'est une ambiance de brasserie tout d'un coup, je trouve, avec laquelle on est. Et il y a l'Asti qui est tout doré. Ouais, il m'a beaucoup plu. Et en plus, c'est pas la toute fin du roman. Et on passe de l'ivresse de l'alcool à l'ivresse amoureuse, avec au milieu les écrevisses poivrées à miracle. Enfin, vraiment, je trouve que c'est incroyable, quoi. Oui, je trouve on la sent avec une grande facilité. Enfin, elle a vraiment l'écriture facile et en même temps, c'est très étudié. Enfin, tout fonctionne comme ça. On ne l'a pas spontanément, ce genre d'écriture-là. Mais elle arrive à rendre très bien compte de sa naïveté, même par rapport à l'écriture, qu'elle dit avoir toujours eu. Enfin, qu'elle s'est mise à écrire parce qu'on lui a proposé et puis que ça marchait bien et qu'elle en a fait son métier. Oui, c'est vrai, on a l'impression que c'est très spontané et que ça va très vite et que c'est très délié, quoi, que tout est... Et donc, je trouve qu'il y a... C'est pour ça que l'ambiance et l'atmosphère marchent très bien d'un côté et en même temps, la sensation est très juste. Et enfin, vraiment, pour moi, c'est le petit miracle de Colette, c'est ça, quoi. C'est de réussir à créer des atmosphères qui nous prennent tout de suite par la manière dont elle nous pose aussi dans les premières phrases. Quelque part, par exemple, dans Claudine à l'école, il y a beaucoup de moments après le brevet où il fait trop chaud, il ne se passe pas grand-chose en classe, où on attend, où Mademoiselle Sergent attend Mademoiselle Aimée. Et en 3 phrases, on est avec toutes ces filles dans une classe bondée qui ne doit pas sentir très bon, et avec machin qui bouffe sa gomme, truc. Et c'est là où vraiment, pour moi, c'est un petit bijou, quoi. Et c'est vrai que c'est très facile, quoi. Même en lisant l'extrait, moi, je trouve ça tellement amusant, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est forcément intellectualisé, parce qu'elle est obligée d'intellectualiser la sensation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle dit à un moment, je m'analyse, j'ai pas le temps de m'analyser, il y a machin qui déboule. Et elle a pas le temps de s'analyser. Et en fait, c'est si bien écrit que c'est ça qui est incroyable, quoi. Et selon toi, c'est quoi les procédés très factuels de la recette Colette? Moi, il y en a un que j'ai identifié comme ça en lisant, c'est par exemple le fait de transformer en verbe, il wagnérise, ça marche tout de suite parce qu'il y a un côté très oral et puis en même temps il y a la fraîcheur de la nouveauté. Oui, et puis ça donne une synthèse aussi. Au lieu de dire il fait du Wagner, en un mot, on a tout de suite, quoi. Et en plus, on a à la fois la concentration en un seul mot et le fait que du coup c'est subjectivé par le personnage Colette, par le personnage Claudine, qui en plus est ivre, et du coup qui est ivre, qui en plus a d'autres façons, même pareil dans Claudine à l'école, elle a tout de suite ses capacités, elle est très vive d'esprit, quoi.
le personnage, autant que l'écrivain, je pense, est très vif d'esprit. Et du coup, on a la sensation que Wagnerise, c'est un mot de Claudine. Parce que ça va tout à fait avec son personnage et que ça permet d'avoir sa subjectivité qui voit Mogis. Voilà. Et il y en a d'autres, selon toi, des choses que tu trouves pas chez d'autres auteurs, autrices Ouais, que je trouve peu, c'est beaucoup en effet, la transformation aussi d'animaux à humains. Dans le roman, notamment dans Claudine à Paris, il y a plein de moments où Fanchette, son chat, est comparé à un humain, des moments où Mélie, la bonne, est comparée à Fanchette, et des moments où les humains et les animaux sont à égalité. Et c'est très, très... Elle personnifie énormément les animaux, et elle animalise les humains. Et il y a toujours cette... Ouais, et elle a très souvent, je trouve, ce trait-là de subversion, où par exemple, entre les hommes et les femmes aussi, notamment avec Marcel, qui est à la fois maniérée et très petite fille, et elle, à qui on vient de couper les cheveux. Ah oui, ça c'est la grosse nouvelle de Claudine à Paris, c'est qu'elle a les cheveux tout courts, alors qu'elle était... Et elle en pleure, elle est très triste d'avoir perdu ses cheveux, et tout d'un coup, elle a comme ça une tête de page. Et même Renaud... je crois qu'elle dit à un moment que Renaud l'appelle mon petit page, quoi. Donc il y a aussi cette inversion entre homme et femme, cette inversion entre animal et humain. Et Fanchette, elle a les sourcils arqués de colère, elle a un visage qui est décrit comme un visage humain, quoi. Aussi. On s'éloigne un peu du texte, mais tu parlais justement de ce trait-là. Alors des questions de bisexualité, lesbianisme, qu'elle arrive à amener dans la littérature. Les gens lui passent peut-être en raison de sa naïveté à l'époque, mais aujourd'hui qui sont en soi d'une grande actualité, dans le sens où on peut lui être gré d'avoir mis ces thèmes-là, non pas comme un thème essentiel, mais comme quelque chose qui fait partie de toute la naïveté de l'expérience humaine, on va dire. Est-ce que ça fait partie des choses qui ont pu te marquer, dans le sens où tu t'es dit « Ah, mais tiens, c'est vrai qu'en littérature, on peut parler de ça ». Moi, je me souviens quand j'ai lu c'est pas mes apprentissages, c'est Le pur et l'impur. Oui, je lis ça, je dis mais attendez, oui, c'est au début du 20e, on avait le droit de dire des choses comme ça, il y avait personne que ça choquait. Ouais, et d'ailleurs, elle était très jalouse du fait que Marcel Proust a écrit avant sur sa théorie de l'inverti, quoi. Parce que c'est exactement le thème du pur et de l'impur. Et en plus, elle le fait, quand elle en parle, c'est quand même avec beaucoup plus de chair, je trouve aussi, quoi. Donc c'est ça qui existe. Peut-être que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est que la théorie de Marcel sur l'inverti. Okay. Alors c'est une théorie qui est en fait assez facile à comprendre. C'est que c'est vraiment cette question de l'inversion entre homme et femme, et qu'un homme homosexuel, la théorie de l'inverti dit qu'il est donc qu'il serait plutôt femme, quoi, et que c'est une femme dans un corps d'homme, quoi. C'est presque ça, quoi. Et pas du tout accepter, c'est pas du tout entendre l'homosexuel comme un homme qui aime les hommes. C'est comme l'hétérosexualité n'est pas juste la norme, mais presque le seul amour existant. Si je suis homme et que j'aime un homme, c'est que je suis une femme, entre guillemets, quoi. C'est un peu ça l'idée, il me semble. Et voilà. Et pour revenir sur ça, oui, c'est aussi pour ça que je disais que ça m'amusait beaucoup quand ma grand-mère m'envoie ça, quoi. Que j'ai 16 ans et qu'elle m'envoie des histoires où il y a des filles qui tombent amoureuses de leur maîtresse, et des maîtresses qui se bécotent. Ce qui est incroyable dans Claudine à l'école, c'est que c'est au-dessus de toutes les élèves, quoi. Elles sont les unes sur les genoux de l'autre pendant qu'elles doivent réviser leur géographie. Plus personne ne s'occupe des enfants, tellement les 2 institutrices sont en train de se bégoter. C'est hyper drôle, quoi. C'est pas seulement... C'est même pas caché, quoi, je veux dire. Même dans le roman, ces institutrices ne se cachent pas, quoi. Même si elles ont un peu peur du qu'en dira-t-on. Et donc, parfois, c'est vrai que même ça donne du pouvoir aux élèves, parce qu'elles ont un peu peur qu'elles aillent raconter si elles sont pas contentes, si machin. Mais en même temps, d'ailleurs, le personnage de Claudine désamorce ça en disant que pour les grandes, c'est hyper amusant, et que du coup, elles iront jamais raconter ça à leurs parents, parce qu'elles seraient trop tristes de perdre aussi tout ce qui fait l'amusement de l'école tenu par ces 2 femmes-là, et que les petites, de toute façon, ne voient rien, et voilà. De toute façon, Colette a créé un type en écrivant Claudine, un type très fort qui a marqué beaucoup le XXe siècle, et ça n'a pas été perçu avec naïveté. De toute façon, ça a quand même très vite, les gens ont su que c'était aussi pour attirer le chaland, quoi. Et que cette écriture-là,
Et que d'ailleurs, Willy demandait toujours à ce que Colette pimente son écriture. Les scènes qui sont pas des scènes... Si, il y a un peu des scènes de sexe dans Colette en ménage, mais en tout cas, ces amours bisexuels ou tout ça qui existent dès Claudine à l'école, elles viennent de Colette elle-même. Elles viennent pas du tout de Willy. Et encore une fois, je suis pas sûre que les féminismes ou les féministes ou les lesbiennes d'aujourd'hui soient très redevables de ce que Colette a fait des amours lesbiennes, quoi. Parce qu'il y avait quand même ce truc de... C'est pas très important. Et encore cet individualisme très fort, en fait, chez Colette. Et Disons qu'elle a fait sauter une digue un peu de l'hypocrisie autour de cette distinction qu'on ferait et qu'elle en a juste fait un sujet comme un autre. Oui, c'est ça. Par contre, c'est exactement ça. Elle en a fait un sujet comme un autre. Et pour elle, on peut, que ce soit parler de la mise bas de Fanchette, enfin, tout est ramené au même niveau, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, un mois assez amusant, dans Claudine à Paris, où Mélie la bonne, qui essaie toujours de trouver un galant à Claudine, finit finalement par trouver un galant à Fanchette. Et Fanchette, donc, se trouve un matou par l'entremise de Mélie, quoi. Et donc, comme ça, Fanchette, Claudine, on cherche des amants pour les deux, quoi. Ce qui est assez intéressant, qui doit exister chez plein d'autres personnes, mais j'ai l'impression que Colette, elle met pas une ligne de partage entre, je sais pas, du moral et du non-moral, mais entre l'amusant et le non-amusant. Enfin, il y a vraiment on va dire le prisme du plaisir qui est le plus important pour elle. Oui, c'est vrai. Et je pense que dans sa manière d'écrire, il y a le plaisir qu'elle a ressenti au moment de vivre la chose, parce qu'en fait, elle, même si les Claudines sont en partie assez loin de sa vie, elle va se rapprocher beaucoup de sa vie, même dans ses écrits futurs. Et le plaisir du lecteur, je pense qu'il y a... Enfin, c'est aussi ça, c'est le plaisir du bon mot. Il est à la fois plaisant pour écrire en tant qu'écrivain et en tant que lecteur, quoi. On a l'impression d'être dans une connexion directe avec un auteur, je trouve, dans ces passages-là, quoi. Où vraiment, moi, je suis hyper impressionnée. À la fois, je suis admirative et à la fois, je ris, quoi. Je ris fort. Tout d'un coup, c'est une lecture qui est très joyeuse pour ça aussi, quoi. Et c'est pour ça que je trouve aussi que c'est pas du tout quelque chose de petite fille ou une littérature un peu mauvaise, même s'il y avait cette idée déjà de littérature commerciale, en fait, au moment où c'est écrit. Parce que, quand même, c'est très bien écrit, quoi. Même s'il y a le fond qui est fait pour choquer, la forme est si belle que, de toute façon, ça vaut le coup. Ça vaudra toujours le coup de lire Claudine à l'école, Claudine à Paris pour ça, quoi. On fait le va-et-vient depuis tout à l'heure entre Colette et Claudine. Est-ce que la figure de Colette, l'écrivaine, c'est une figure qui t'a marqué au-delà du personnage de Claudine ? Ah ouais, beaucoup plus même. Parce que Claudine, c'est un personnage qui m'a beaucoup amusée, vraiment, et même quand je la retrouve avec un plaisir immense, quoi. Mais Colette, du coup, j'ai aussi beaucoup lu ce qu'on disait en off, c'est ce que j'avais lu aussi, par exemple, c'est Lettres avec sa fille, quoi, Lettres à sa fille, qui sont parfois très dures aussi, mais qui sont hyper bien écrites. Et c'est vrai que Colette, dans son écriture, se rapproche au fur et à mesure de ses livres, de plus en plus de la chronique. Donc qu'on lise ses livres romans ou ses lettres ou ses articles de journaux, qui d'ailleurs étaient beaucoup sur des rapports de procès ou autres, par exemple. Tout ça, c'est la même matière pour moi, c'est presque la même matière. Et le personnage de Colette, à la fois, je le trouve... il est vraiment très ambigu, parce que on peut pas du tout la résumer, encore une fois, à quelqu'un de très frondeur, parce qu'il y avait aussi ce désir des jardins, des animaux. Elle est entourée plein d'animaux, donc on peut pas la réduire à ça, ce côté frondeur. On peut pas du tout la réduire au côté parisien, même si elle a quand même habité à Paris toute sa vie ensuite. Il y a eu des interstices et tout, mais elle a quand même habité à Paris toute sa vie. Et par exemple, un fait que j'ai découvert que je trouve hyper amusant, c'est que quand elle était vieille, elle était assez grosse, parce qu'elle a toujours énormément mangé et qu'elle était hyper gourmande. Et je crois qu'à cause, en plus de ses pieds gonflés, elle était toujours en sandales. Qu'il neige ou qu'il fasse très beau, elle était pieds nus en sandales. Et je sais qu'elle avait des très très beaux habits au-dessus de la ceinture, quoi, toujours avec des grands foulards, des effets blousants et bouffants de ses hauts. Mais en bas, elle avait toujours la même jupe et des sandales, quoi, avec ses petits pieds qui devaient claquer comme ça. C'est super, quoi. Donc ouais, je sais pas,
c'est difficile, je trouve, de décrire Colette. Enfin, je pense que j'aurais un peu de mal. Mais d'ailleurs, même en termes de... Enfin, sa place dans l'histoire est très particulière parce qu'elle a tout un pendant très 19e. Et en même temps, elle est morte en 53, je crois. Peut-être un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Non, elle est morte en 53, exact. Quasiment une figure anachronique, en fait. Enfin, de se dire qu'elle a vécu aussi longtemps. Elle finit d'ailleurs présidente de l'Académie du Goncourt. Oui, c'est vrai que même moi, je la voyais pas avoir vécu après la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Bon, elle n'a pas vécu beaucoup d'années après la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle a une figure assez 19e. Et c'est aussi, je pense, du fait aussi de son attachement à Balzac qui se ressent, notamment dans... Ça se voit encore peu dans Claudine à Paris et dans Claudine à l'école avant, même si c'est déjà installé. Mais cet attachement à la nature et le fait qu'elle peut passer des pages et des pages et des pages d'écrire la nature, et pas seulement avec des dialogues bien sentis. Colette, c'est de moins en moins des dialogues bien sentis, même s'il y aura toujours cette espièglerie partout, quoi. C'est vrai qu'il y a quelque chose du 19e. Je sais pas exactement où. Bah aussi dans ce que le 20e avait de très 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Fait. Non, c'est vrai que comme de toute façon, elle n'est pas ni un écrivain du nouveau roman, ni un écrivain du surréalisme, forcément, elle est 19e, quoi. Oui. Enfin, elle est Colette, quoi. Oh, voilà. Pas... c'est vrai. Et en même temps, de toute façon, il y avait aussi peu de femmes qui écrivaient. Donc je pense que tout ça la place dans un espace-temps bien à elle, quoi, qui est à la fois, oui, c'est ça. Parce que c'est aussi le tout début du 20e, quoi. Même ses plus grands... Ses œuvres les plus connues, elle les a écrites entre 1920, je crois, et 1935, quoi. Donc même ses œuvres les plus connues sont quand même écrites avant la Seconde Guerre mondiale aussi, ce qui la rapproche encore d'un écrivain 19e, peut-être. Et voilà. Ah, il y a un autre truc pour parler de Colette. Dans ses nombreux métiers, et elle avait aussi ouvert un magasin de cosmétiques rue de Rome, qui a pas bien marché d'ailleurs, parce que c'était un moment où les Américains envoyaient plein de cosmétiques, donc ça a complètement foiré. Mais comme voilà, c'est énormément diversifié, il y avait encore quand même on peut pas complètement la libérer des carcans féminins, parce que c'est faux, et que par le pantomime en plus, qui est un métier qu'elle a exercé après s'être séparée de Willy, où elle avait peu d'argent et tout. Par le pantomime, elle a appris à se maquiller, à se maquiller notamment. L'art du maquillage, donc, et des soins. Et en plus, elle y était très attachée, quoi. Et il y a plein de moments où elle se moque soit des femmes trop fardées, soit qui savent pas se farder. Et pour elle, le maquillage, c'est vraiment un atout du féminin, quoi. Jamais elle va se départir de ça, quoi. Et en plus, je crois qu'elle était très contente de ses yeux de chat, et donc elle en faisait quelque chose aussi, quoi. Elle devait je sais pas comment je le dis. Oui. Est-ce qu'il y a des déclinaisons Colette que tu retrouverais, je sais pas, dans certains films, dans des musiques, dans des trucs? Est-ce que Colette rayonne en dehors de son œuvre ou... Peut-être dans un film qui s'appelle Jeune femme de Léonore Serrail, qui est un film qui est sorti en 2017, je crois. Et notamment, je pense à une musique d'un groupe qui s'appelle Carte Contact, qui s'appelle Like a Dog, où il y a un truc d'être... Donc déjà, la comparaison humain-animal. Et en plus, c'est que de la sensation. Même dans la musique, il y a quelque chose d'assez amusant, un peu balançant, mais assez facile, quoi. Je veux dire, il y a un truc assez facile dans la musique. Et je pense que la musique s'amuse aussi. Enfin, que les musiciennes s'amusent là-dedans. Donc je pourrais en trouver là. Après, quand même, cette espièglerie, cette légèreté, elle est pas très 21e, je trouve. Même dans les écrivains femmes d'aujourd'hui, j'en connais pas énormément, mais même les dernières que j'ai lues. De toute façon, on est devenu beaucoup plus sérieux. Bah, peut-être, ouais. Enfin, il y a moins cette... Enfin, en tout cas, on est moins gourmand. Je sais pas si on est plus sérieux, on est moins gourmand. Mais en même temps, je la retrouve pas non plus chez beaucoup d'hommes, je pense. Et là, il y a peut-être quelque chose, par contre, de la Belle Époque, quand même. Parce que, par contre, on peut retrouver du Colette... Chez Apollinaire, par exemple. Chez Apollinaire, ou chez Proust aussi, en fait. Chez Proust, il y a... que ce soit dans des descriptions de ses tantes ou de je sais pas qui, enfin... Il y a énormément d'amusement, quoi. Où il y a des prétéritions, où il y a... mon père regarde la météo parce qu'il aime la météo, quoi. Il y a cette idée-là... La petite mesquinerie aussi. Il y a des pics comme ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu n'aurais pas pu dire, que tu voudrais ajouter maintenant? Ou est-ce que tu as l'impression d'avoir tout dit? Enfin, déjà, je trouve ça dommage que même... Je crois que les spécialistes de Colette n'aiment pas beaucoup les Claudines, premièrement. Et que même Claudine, donc c'est un peu défait de ces premiers livres-là. Et c'est vrai que moi, il y a des moments où je les lis, je suis là, ah là là, elle exagère. Enfin, elle fait exprès, on la sent un peu. Maintenant, quand je l'ai lu à 16 ans, j'avais rien vu de tout ça, bien sûr.
Et quand même, je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est, même si c'est pas toujours très fin, notamment dans sa, pas dans le style, mais dans la manière d'amener les personnages. Ou par exemple le début de Claudine à Paris où elle dit « Ah, je suis tombée bien malade, bon, je vais tout vous raconter. » C'est un peu gros sabot, quoi. Mais moi, ça me l'a rendu assez sympathique. Et en plus, elle avait 20 ans, enfin, c'est aussi ses débuts. Mais je trouve, du coup, on sent une vraie progression d'écrivain, quoi. Et que se dire qu'on commence pas par un chef-d'œuvre, c'est assez humain de toute façon. Et ouais, je sais pas, moi, ça m'a rendu assez sympathique. Et le fait que tout d'un coup, elle va aussi se détacher de cette nécessité de choquer, de toute façon, parce que c'est aussi une nécessité qui avait été introduite par Willy. Ça, elle est de plus en plus affirmée et émancipée quand elle choque moins. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est que on a l'impression qu'elle est presque moins revendicative parce qu'elle ne s'intéresse pas à ça. De toute façon, ça l'intéresse. Enfin, même dans, ouais, elle est pas du tout politisée. Après, pour les Claudine, on peut se réjouir du fait que dans toutes les offres complètes qui sont faites, y compris la Pléiade, les Claudine y sont, quoi. Oui, ah ça, oui, c'est vrai, oui, c'est très vrai. Puis vraiment, c'est délicieux. Je n'ai pas d'autres mots. Je trouve ça délicieux, quoi. Bah écoute, tu anticipes sur les questions suivantes, puisque j'allais te demander quel était le mot que tu associes à cette lecture-là. Bah ouais, ce serait ça. Soit gourmandise. Non, mais je pense que c'est délicieux parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sensation. Et en même temps, même dans le mot délicieux, le mot est assez joli. Et enfin, il y a aussi une attention à la sonorité, quoi. Je trouve. D'ailleurs, il y a vraiment une grande attention à la sonorité. À que ces phrases sonnent bien. Et c'est aussi ça qui est très agréable. C'est qu'on parle des sens. Et on parle des sens avec les sens. Et avec un plaisir de la langue qui est très marqué, quoi. Que moi, je trouve très marqué. Et vraiment, c'est tous les sens, quoi. Que ce soit la vue, l'ouïe, il y a énormément de questions de toucher aussi. Elle compare, par exemple, normalement, ses cheveux à des cosses de je sais plus quel arbre et au fait, enfin, et avec leurs boucles. Enfin, tout ça, c'est que de la sensation. Et il y a de l'intellect, peut-être. Enfin, il y a de l'intellect, forcément. Et je pense qu'il y a de l'intellect dans la moquerie, quoi. Et dans sa capacité à synthétiser et à trouver en un mot. Oui, elle a un génie de poète mis dans le roman, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, c'est peu dans les Claudines, mais il y a quand même des pauses, notamment descriptives, bien sûr, qui sont très, très fortes, quoi. D'ailleurs, il y a un autre livre qui s'appelle... où il y a le mot de Claudine, c'est La Maison de Claudine, mais qui n'est pas du tout la suite de Claudine, qui est un recueil de nouvelles sur sa mère Sido. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, elle a appelé ça comme ça. Et là, donc, il y a beaucoup de choses sur sa maison d'enfance, sur son jardin, le fond du jardin qui n'était pas du tout entretenu. Et là, tout d'un coup, on est vraiment dans purement de la description de paysage, et un paysage teinté de cette nostalgie-là d'enfant. Du coup, elle se déploie plus aussi, alors qu'elle avait une écriture très efficace. Là, elle se déploie beaucoup plus, et elle se permet un peu de littérature. Apparemment, d'ailleurs, je crois qu'elle avait aidé Georges Simenon dans ses débuts, et lui avait dit moins de littérature et ce serait parfait, quoi. Donc il y a beaucoup de descriptions, et du coup ça doit rendre très difficile le choix de 2 couleurs que tu associerais à cette lecture. C'est moins difficile pour Claudine à Paris, et pour Claudine, si même pour les deux, parce que pour moi c'est des couleurs assez automnales, et en même temps un peu brillantes. C'est pour ça que, par exemple, je parlais de l'Asti tout à l'heure, le vin. Pour moi, même si je sais pas si c'est exactement ça, c'est un vin qui est un peu couleur de miel, quoi. Donc il est à la fois orangé, un peu bruni, et très brillant, liquoreux. Ouais, c'est ça. Donc je dirais comme ça une espèce de... ouais, d'or... ambré, miel... Ouais, d'or ambré, exactement. Je donnerais un or ambré. Et ensuite, elle parle quand même beaucoup aussi des vers sombres de sa forêt, d'une forêt qui est très dense, où on ressort, on est ébloui par la lumière. Et il y a beaucoup cette idée-là. La nature revient tellement, même dans Claudine à Paris, nostalgiquement d'ailleurs. Et un vert précis Ouais, plutôt un vert sapin. Un vert à la fois sombre, mais pas... Enfin, qui est assez rond aussi, quoi. Pas un vert avec beaucoup de jaune. Ouais, c'est ça. Quelque chose de pas aigre du tout, encore une fois. De pas acide. Et alors, quelle est ta lecture du moment, pour terminer ?
Alors, en ce moment, j'ai repris Proust, j'ai repris le début. Parce que quand même, c'est si long qu'en fait, on oublie. En plus, moi, j'ai une très mauvaise mémoire de livres. Et sinon, j'ai commencé à lire les chroniques de Bob Dylan, qu'on m'avait offert il y a longtemps. Prix Nobel de littérature. Ouais, et c'est hyper bien. C'est comment Bob Dylan déboule à New York. Je sais pas à quel point c'est romancé, mais avec pas beaucoup d'argent et toutes les petites scènes sur lesquelles il passe, le fait que par bouche à oreille, il entend parler de telle scène à laquelle il faut passer à 17h, machin, et en même temps, il mange des burgers, des frites gratuitement, et je sais pas quoi. Et c'est hyper bien, et c'est très bien. Donc voilà, donc là, je commence ça aussi, en ne sachant pas si je vais vraiment relire Proust ou pas, parce que c'est quand même une grande aventure. T'attendras le prochain confinement. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, en effet, c'est là que je l'ai commencé, et que je l'ai lu. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode.